Bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce jeudi 1er août. Nouveau veto du gouvernement populiste italien contre l'accostage d'un navire de migrants. L'Alan Kurdi reste bloqué au large de Lampedusa. Le Royaume-Uni investira 2 milliards d'euros supplémentaires en cas de Brexit sans accord. Le Parti travailliste crie au gaspillage de l'argent des contribuables. Et puis une chaleur inhabituelle au Groenland. Les températures enregistrées sont de 15 degrés supérieures au normal de saison et font fondre les glaciers à vue d'œil. On terminera ce journal avec un film qui nous fera voyager dans le temps jusqu'au mois d'août 1969 sur les traces du mythique festival de rock Woodstock. C'était il y a 50 ans. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini refuse l'accès des eaux territoriales italiennes à un navire de migrants. Secourus au large de la Libye, les 40 personnes à bord de l'Alan Kurdi sont bloquées au large de Lampedusa. Johan Giametta d'Angelo. L'ONG CI se dit prête à la confrontation avec Matteo Salvini. Le ministre italien de l'Intérieur a interdit aux navires de sauvetage d'Alan Kurdi d'accéder aux eaux de son pays, alors que 40 personnes se trouvent à bord du bateau. Pourtant, c'est vers l'île de Lampedusa, située entre Malte et la Tunisie, que l'ONG a choisi de faire accoster le navire. Nous n'avons pas nécessairement besoin de nous disputer personnellement avec Matteo Salvini. Pour nous, il est important de mettre les gens en sécurité, là où ils en ont le droit. Nous irons donc à Lampedusa, de toute façon, car c'est le port le plus sûr et le plus proche. Et puis nous attendrons les instructions des centres de coordination du sauvetage maritime. Une interdiction qui intervient alors qu'un accord vient tout juste d'être trouvé pour répartir les migrants du navire Gregoretti, resté bloqué pendant une semaine sur les eaux internationales. Selon le gouvernement italien, 950 migrants sont arrivés en juillet par voie maritime dans le pays. Une nouvelle ONG et une nouvelle interdiction d'entrée dans les eaux italiennes, cette fois-ci directement signée par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avec les ministres de la Défense et des Transports. Un cas qui ressemble à celui de Gregoretti, avec une longue attente pour comprendre quels États membres de l'Union européenne accueilleront une partie des migrants. Pendant ce temps, l'équipage à bord d'Alan Kurdi dit qu'il a l'intention d'attendre un accord et de ne pas forcer l'interdiction d'entrée dans les eaux italiennes imposée par Matteo Salvini. Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre Boris Johnson s'attire les foudres de l'opposition travailliste. Il prévoit plus de 2 milliards d'euros supplémentaires en cas de Brexit sans accord. Johan Massard nous explique à quoi servirait une telle somme. Plus de 2 milliards d'euros. C'est la somme annoncée par Boris Johnson, l'actuel Premier ministre britannique, pour la préparation du Brexit. Une annonce qui renforce encore un peu plus les craintes d'un no deal. Le Royaume-Uni pourrait bel et bien quitter l'Union européenne sans accord. Dans cette éventualité, et pour préparer la population à un Brexit dur, le pays investira cette somme pour le stockage de médicaments, pour l'embauche de douaniers supplémentaires et pour améliorer l'infrastructure autour des ports. Mais également pour soutenir les Britanniques vivant en Europe. Pour l'heure, la répartition de ces 2 milliards d'euros n'est pas encore connue. Le porte-parole de Jeremy Corbyn, leader de l'opposition travailliste, a évoqué, je cite, « un gaspillage consternant de l'argent des contribuables ». Tout cela pour le bien de Boris Johnson, qui s'est engagé sur la voie d'un non à l'accord totalement évitable. Il ne reste que 92 jours avant la date limite du 31 octobre. Et après la tournée du Premier ministre au Royaume-Uni, les membres du gouvernement essayent toujours de déterminer comment il va organiser le Brexit. Ils ont entendu des gens comme la Première ministre écossaise et le Premier ministre gallois dire que peu de détails ont été fournis lors de ces réunions. Et ils sont très inquiets. Direction les Pays-Bas, où le port du voile intégral, tel que la burqa ou le niqab, reste autorisé dans la rue, mais désormais interdit dans de nombreux lieux publics. Le détail avec Laurence Alexandrovitch. Le voile intégral interdit désormais aux Pays-Bas, mais pas dans la rue. Seulement dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics et les transports en commun. Après des années de débats, la loi adoptée l'an dernier entre en application. Elle avait été portée dès 2005 par le parti d'extrême droite du député anti-islam Geert Wilders. Pour ceux et celles qui se cacheront le visage avec un casque intégral, une cagoule ou une burqa, il en coûtera une amende de 150 €.
La loi met en avant le principe de sécurité publique. Selon les estimations, entre 200 et 400 femmes portent la burqa ou le niqab aux Pays-Bas, pays de 17 millions d'habitants. Seul problème, c'est à chacune des personnes concernées de refuser l'accès. Les chauffeurs de bus ont déjà dit qu'ils ne s'en chargeraient pas pour ne pas ralentir leur service. Et certains hôpitaux jurent de s'occuper de tous, quelle que soit la tenue. En France, la burqa et le niqab sont interdits dans l'espace public depuis 2010. En cette période de vacances, attention si vous devez prendre le train en Espagne. La Renfe a lancé plusieurs préavis de grève jusqu'au 1er septembre. On voit ça avec Johan Jameta d'Angelo. En Espagne, les employés de la Société nationale des chemins de fer en grève. Plus de 700 trains ont été annulés ce mercredi, en pleine période de grandes vacances. Le personnel de la Renfe proteste contre la réduction des effectifs annoncée par l'entreprise publique. Dans la gare d'Atocha à Madrid, les voyageurs se pressent sur les quais à la recherche de leur train. Beaucoup ne savent toujours pas si leur trajet est maintenu ou non. C'est vraiment difficile de savoir si son train est touché par la grève. J'ai reçu un email hier soir pour me dire que j'ai été déplacée sur un autre train. Mais finalement, j'avais déjà loué une voiture et je vais y perdre de l'argent. Le mouvement de grève devrait se poursuivre jusqu'au 1er septembre, avec 2 autres préavis déposés pour les 14 et 30 août. Sont concernés les trains qui circuleront entre midi et 16h, puis ceux entre 20h et minuit. Selon la Renfe, les voyageurs dont les trains sont affectés par la grève ont la possibilité de modifier leur itinéraire sans frais ou d'être remboursés par la compagnie. Certains passagers sont arrivés à la gare d'Atocha quelques heures avant le départ prévu pour savoir si les trains ont été annulés ou retardés. D'autres ont pris connaissance du mouvement de grève à leur arrivée à la gare. Ce qui est certain, c'est que les personnes les plus touchées sont les usagers du Cercanías, le réseau de trains qui relie le centre des grandes villes à la périphérie. À Barcelone, par exemple, seulement 40% du service est maintenu pendant les périodes de grève. En Afrique, le virus Ebola a fait une 2e victime à Goma, une grande ville de l'ouest de République démocratique du Congo. Lutter contre la propagation de la maladie est un véritable défi en RDC, mais aussi dans toute la région. Olivier Peggy. Un 4e cas d'Ebola découvert à Goma, dans l'est de la RDC. Face à cette épidémie, le Rwanda a décidé ce jeudi de fermer pendant plusieurs heures sa frontière avec la République démocratique du Congo. Goma est une grande métropole qui se trouve exactement à la frontière entre les deux pays et les mouvements de population y sont nombreux en temps normal. La décision de Kigali de verrouiller sa frontière illustre bien l'inquiétude face à une épidémie difficile à circonscrire. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît avoir recommandé aux pays frontaliers une vigilance accrue. Cela concerne, en plus du Rwanda, le Soudan du Sud, le Burundi et l'Ouganda. Ça sera à 11h. Ce médecin est un des responsables de la lutte contre Ebola dans le Nord Kivu en RDC. Cela fait 1 an que l'épidémie sévit dans cette région. Il explique pourquoi il est si difficile d'en venir à bout. Les mouvements de population sont très importants dans toute cette zone et aussi avec les pays voisins. Et c'est bien là une des raisons pour lesquelles cette épidémie dure si longtemps. À quelques kilomètres de là, l'Ouganda, 2 cas d'Ebola y avaient été détectés en juin, des malades en provenance de la RDC. Alors, les autorités ont renforcé les campagnes d'information et de prévention, notamment dans les camps qui accueillent des réfugiés congolais. On utilise ces thermomètres à infrarouge sur ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui ont de la fièvre sont sous surveillance durant 21 jours. C'est comme ça qu'on surveille le risque d'Ebola. À l'ONU, on assure suivre de près l'évolution sanitaire sur le terrain. Le porte-parole du secrétaire général a même déjà lancé un appel aux donateurs pour qu'ils mettent la main au portefeuille afin d'accroître les moyens de lutte contre l'épidémie. L'expression « fondre comme neige au soleil » n'a jamais été autant d'actualité au Groenland. La canicule qui sévit provoque une impressionnante fonte des glaces. Regardez ces images impressionnantes commentées par Sophie Samaï.
Alors que l'Europe occidentale respire à nouveau, la canicule s'est abattue sur le nord du vieux continent. Avec des températures de 15 degrés supérieures au normal de saison, le Groenland voit fondre ses glaces à toute vitesse, y compris sur les hauteurs de l'île. Rien que pour le dernier jour du mois de juillet, la région a perdu 10 milliards de tonnes de glace. On pensait qu'après la crise de 2012, de tels événements ne se produiraient au Groenland que tous les 150 ans. Pourtant, bien sûr, cela s'est produit en 2012 et se reproduit à présent. C'est donc quelque chose de plus en plus fréquent. Un constat inquiétant reflète du changement climatique qui sévit depuis plusieurs années. La banquise de l'Arctique est-elle déjà en grand danger? Elle a atteint son niveau le plus faible jamais enregistré à la mi-juillet. Même si vous n'étiez peut-être pas encore né en 1969, Woodstock ne vous aura sûrement pas échappé. 50 ans plus tard, un film retrace l'événement le plus marquant de la culture hippie des années 60 et 70. Laurence Alexandrovitch. Pendant 3 jours, en ce mois d'août 1969, près d'1 demi-million de jeunes se rassemblaient sur les terres du fermier Max Yasgur, à 150 km de New York, pour l'événement rock'n'roll qui a défini une génération, Woodstock. 50 ans plus tard, le film Creating Woodstock est une plongée intime dans le festival de musique iconique. Interview originale avec des personnages clés de l'aventure, images d'archives rares et photographies sorties des greniers. Le réalisateur Mick Richards, qui a vécu cette expérience musicale en tant qu'adolescent à l'époque, revient sur la genèse du projet, ses difficultés et les caprices des stars. Comment une chose impensable a eu lieu qui, un demi-siècle plus tard, reste légendaire. Un film à voir à partir du 13 août. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À demain.